Daliou, j'interviens pour le Shift Project. À la base, moi, je suis shifter. C'est une petite différence. Tout ça pour dire que je ne suis pas salarié du Shift Project, je suis bénévole de l'association des bénévoles. Et donc, voilà, j'interviens pour eux, mais je ne suis pas un salarié en soi du Shift Project. Alors, quels sont les sujets traités par le Shift Project et de quoi on parle? Le but, vraiment de cette organisation, c'est de parler des problèmes amont et aval liés aux enjeux, climatiques. Le principe, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'économie tourne globalement de la manière suivante: on va brûler du pétrole, du charbon et du gaz pour générer, du PIB. C'est plus ou moins comme ça que fonctionne le monde aujourd'hui et ça génère un certain nombre de problèmes. Des problèmes en amont qui sont que, bah, si on a besoin de pétrole, de charbon et de gaz pour générer du PIB, le jour où on en a moins, et ben, ça crée une contraction économique et donc ça va ensuite, entraîner des problèmes, économiques et donc sociaux et cetera. On l'a vu lorsqu'on a eu la guerre en Ukraine, on a eu une contraction liée à l'approvisionnement en gaz et ça a généré tout un tas de problèmes ensuite aval liés au fonctionnement de notre économie, à la hausse du prix de l'énergie, etc., etc. Donc le fait d'être dépendant aux énergies, c'est un problème à la fois économique, mais c'est aussi un problème environnemental parce que le fait de générer du pétrole, de brûler du pétrole, du charbon et du gaz pour faire tourner notre économie. Tu as la fâcheuse tendance également à générer des émissions de gaz à effet de serre qui, malheureusement, réchauffent le climat. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave encore que les problèmes économiques et qui vont impacter très fortement notre environnement et nos modes de vie. Ça, c'est un petit peu pour la manière dont traite les éléments que traite le Shift Project, donc vraiment les problèmes d'approvisionnement énergétique et de réchauffement climatique. Et c'est une approche qui est bâtie globalement sur 3 piliers. Le premier, c'est le pilier avec une approche systémique. Qu'est-ce que ça veut dire une approche systémique? C'est dire qu'on ne peut pas traiter les différents problèmes de l'économie en silo. Et donc, par exemple, on ne va pas pouvoir parler réduction de l'empreinte environnementale de la santé sans parler des autres secteurs. Schématiquement, demain, si on veut conserver de la santé, on va vouloir conserver, par exemple, des bistouris. C'est quelque chose de tout bête, tout simple, mais on va vouloir conserver des bistouris. Pour faire des bistouris, on va avoir besoin d'usines qui fabriquent ces bistouris. Donc, on va avoir besoin de gens qui fabriquent de l'acier, qui sont capables d'assembler des manches, qui vont fabriquer éventuellement du plastique. On va avoir besoin donc d'usines sidérurgiques. On va avoir besoin de gens qui transportent ensuite à la fois l'acier, à la fois les bistouris jusqu'à votre hôpital. On va avoir besoin ensuite de gens qui vont fabriquer les rails pour faire rouler les trains qui permettent de transporter les bistouris, etc., etc. Et donc, en fait, quand on va parler de quelque chose d'aussi simple que le bistouri qui permet les opérations, on a besoin d'avoir toute une économie systémique derrière. Et donc, on ne va pas pouvoir parler de décarbonation d'un secteur tout seul, on va devoir parler de décarbonation globale de la société et faire des analyses vraiment systémiques et faire des trade-offs, des compromis de manière au niveau de la société globale. Le deuxième point qui est vraiment extrêmement important au niveau du Shift Project et dans l'approche qu'on a, c'est d'avoir une approche qui est physique. Le Shift Project ne parle pratiquement jamais d'euros. C'est un choix, c'est parfois une critique qui nous est faite, mais c'est quelque chose qui est hyper important dans la philosophie. Pourquoi? Parce que ce que vous mangez, ce que vous consommez, là où vous vous logez, et cetera, ce n'est pas des euros. Vous mangez bien des kilogrammes de patates, vous vous chauffez avec des kilowattheures de gaz, vous avez des mètres carrés au niveau de votre maison, et cetera, et cetera. Vous utilisez des kilogrammes d'acier. Tout ça, ça fait qu'on a vraiment un monde qui est physique derrière nous. Les euros, c'est une manière de faire du commerce, mais ce n'est pas le monde qui est physique. Pourquoi c'est important d'avoir une approche physique et pas monétaire? L'approche physique, elle permet d'identifier des leviers ou des verrous qui sont non identifiables avec de l'économie. Un exemple qui est hyper parlant, c'est le fait que lorsque vous prenez la France, si vous voulez faire des autoroutes, des aéroports, de l'étalement urbain, des parkings et en même temps de l'agroforesterie, avoir des agriculteurs qui sont en bio, avoir des parcs nationaux, avoir des résidences, etc., en fait, ça ne rentre pas sur la France. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire de l'optimisation économique, on peut financer ceci, cela. En fait, à un moment, ça ne rentre pas. Et donc, ça, ce levier-là, vous n'êtes pas du tout capable de l'identifier si vous avez uniquement une approche économique. Vous avez besoin d'avoir une approche physique en comptant les mètres carrés qu'il y a en France, en comptant les mètres carrés qui sont nécessaires pour avoir une maison.
etc. Et donc, cette approche-là, elle est indispensable, vraiment, et elle est au cœur de l'approche du shift. Et le shift, ils vont particulièrement évaluer les kilowattheures d'énergie qui sont nécessaires pour faire tourner l'économie et les kilogrammes de CO2 qui vont découler du fait que cette économie fonctionne. Voilà, l'approche physique, hyper importante. Et le troisième point, qui est un peu anecdotique, tout le monde a essayé de faire ça, hein. Le but, c'est de se baser sur une démarche au maximum scientifique. Dans les présentations qu'on fait, un maximum de choses viennent de la littérature scientifique. Sur le climat, ça vient du GIEC. Sur la biodiversité, ça vient de l'IPBES, etc. Donc, on essaye de conserver une approche rigoureuse et scientifique. Évidemment, tout le monde va dire ça. Et donc là, je vous invite juste à juger sur les sources qu'on peut vous fournir. Voilà, pour l'introduction, et maintenant je vais parler un petit peu plus précisément, et moi j'aime bien mettre la conclusion dès le départ et spoiler un petit peu le message. Et donc le message à amener chez vous, si jamais vous devez partir avant la fin ou que vous vous endormez pendant ma présentation, c'est 2 points. Le premier point, c'est dire qu'aujourd'hui, l'utilisation du numérique qu'on a, elle n'est pas soutenable. Elle n'est pas soutenable d'un point de vue environnemental, parce qu'on émet trop de gaz à effet de serre, on détruit trop la biodiversité, on utilise trop de ressources pour faire fonctionner le numérique. Elle n'est pas soutenable d'un point de vue énergétique, et je reviendrai dessus. De toute façon, je reviendrai sur tous les points. Elle n'est pas soutenable en termes de ressources, et elle n'est pas non plus souhaitable, on va dire, en termes humains. Ça, heureusement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus modifiable. Avoir des clauses sociales et ne pas faire d'exploitation humaine, c'est un choix, c'est pas une fatalité, alors que sur les causes environnementales, énergétiques et ressources, c'est plus une limitation physique. Donc voilà. Aujourd'hui, l'utilisation du numérique, elle n'est pas soutenable. Mais heureusement, et c'est bien pour ça qu'on est là, heureusement, on peut contribuer à un numérique qui soit soutenable demain, qui soit compatible avec les limites planétaires, qui soit éthique, responsable, transparent, inclusif, etc. Et je vois qu'il y a une main levée. Je ne sais pas si vous voulez qu'on prenne les questions au fur et à mesure ou si on prend les questions à la fin. C'est à vous de nous dire, David, ce que vous préférez. Ça dépend, comme vous le voulez. Si vous pouvez écrire les questions dans le chat, c'est pendant la discussion, c'est plus OK. pratique. OK, je fais ça, Et ouais, pas de peut-être à la problème. fin. Et Ouais, peut-être à la fin j'attendrai. ensuite, comme ça je déroule un peu, parce que j'avoue que j'ai prévu une présentation assez dense, mais Je on relayerai voilà, les questions à la fin, il y a pas de souci. ça marche. Je les Et de toute note. façon, je vois le chat de toute façon au fur et à mesure. Heu Très bien. Alors, je vais faire une petite intro sur les enjeux climatiques. On en a parlé un petit peu avant avec Marion et Frédéric. A priori, c'est des choses dont vous êtes déjà au courant, donc je vais aller vite dessus. Là, pour le coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou à Oui, allô? m'interrompre pour le coup. Oui, Hop, on a un micro oui. ouvert. Et donc, sur les enjeux Ah, il n'y a climatiques, pas aujourd'hui. Ils avaient annulé. est-ce que je Ouais, peux muter les gens? ouais. De Hop, rien. Salut. Au non, je revoir. peux pas muter les gens. Alors, en 2 mots, l'effet de serre, c'est quoi? Je vais aller vraiment vite sur cette partie-là parce que je considère que c'est un peu acquis et qu'en plus, c'est pas forcément le cœur de la présentation. L'effet de serre, c'est dire schématiquement qu'on a des rayons du soleil qui vont atteindre la Terre. Une partie de ces rayons vont être réfléchis sous forme de rayons infrarouges et qui vont être captés par un certain nombre de gaz dans l'atmosphère. On a le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote, on va avoir la vapeur d'eau également. Tous ces gaz contribuent à ce qu'on appelle l'effet de serre, qui permet d'avoir une température qui est autour de 15 degrés en moyenne autour de la Terre environ, et qui est plutôt bénéfique. Sans l'effet de serre, on aurait probablement pas de vie sur Terre et une température à moins 18 degrés. Donc c'est plutôt positif. Le problème avec l'effet de serre, c'est qu'aujourd'hui, on a une activité humaine qui augmente la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qui vont avoir tendance à augmenter la chaleur moyenne à la surface de la Terre et donc à modifier le climat. Aujourd'hui, voilà, alors c'était en 2021, mais c'est sensiblement la même. L'empreinte moyenne en France, vous voyez qu'elle est autour de 10 tonnes de CO2 par personne. Et voilà à peu près là où on doit aller demain, en 2050, autour de 2 tonnes de CO2 par personne. Il y a du débat sur ce 2 tonnes de CO2. Est-ce que c'est 1,4? Est-ce que c'est 0,7? Est-ce que c'est 2? Franchement, c'est un débat qui est important, mais qui sera important demain. Aujourd'hui, déjà, arrivons à diminuer jusqu'à 2 tonnes et on reparlera ensuite de est-ce que c'est 1,7, 1,4 ou 2 tonnes qu'il faut par habitant.
Mais donc, ce qui est important de voir, c'est deux choses. Déjà, les 2 tonnes de CO2, aujourd'hui, elles rentrent même pas dans le budget des transports qu'on a. Et on a aussi 1,3 tonnes de CO2 qui sont liées à l'administration. Et donc, vous rentrez a priori dans cette partie administration. Alors, administration, c'est administration publique, fonctionnement de l'État, etc. Et donc, vous rentrez dans ces 1,3 tonnes. Et donc, ces 1,3 tonnes, aujourd'hui, qui étaient inchangés, on aurait du mal à faire tout le reste, notamment à se nourrir, se loger, se déplacer. Ça veut bien dire que également les administrations publiques et même les services qui sont essentiels, comme la santé c'est essentiel, demain on ne va certainement pas supprimer le fonctionnement de la santé, et ben, ces administrations-là vont aussi devoir diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre parce qu'autrement on va avoir des problèmes. Alors, là, ce qu'on vous présente, c'est les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique depuis 1850, donc la première révolution industrielle. Je ne vais pas m'étaler dessus. Ce qui est important de voir, c'est qu'on émet plus de CO2 tous les ans. C'est les émissions annuelles, hein. Donc tous les ans, on émet plus de CO2 depuis 1850 que les années précédentes. On voit quand même une petite stagnation à partir des années 2020. Donc on voit quand même que l'action internationale commence à avoir un effet. Cela dit, on voit aussi une diminution liée au Covid, hein, qui est le petit point autour de 2021. Cela dit, il faut quand même garder en tête que 2023 et 2024 sont des records de consommation de pétrole et donc d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est sur un plateau, on est sur un ralentissement de la hausse d'émissions de gaz à effet de serre, mais on est toujours sur une hausse et donc on n'a toujours pas complètement inversé la tendance. Aujourd'hui, on est à un réchauffement, alors j'ai mis 1,1, mais au final, on est plutôt à 1,2 degrés aujourd'hui par rapport à l'ère pré-industrielle. Et si on n'avait rien fait, donc le scénario tendanciel, vraiment, on ne fait rien, pas d'accord de Paris, etc., on aurait été sur du plus 4 à plus 6 degrés. Aujourd'hui, c'est des scénarios qui sont de moins en moins crédibles, justement parce qu'on a des actions climatiques. Mais ce qui est important, c'est ce plus 4 à plus 6 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est un peu dur à visualiser. Et donc, ce que je vous propose, c'est de me dire ce que vous voyez sur cette image et qu'est-ce que ça vous évoque. Vous pouvez mettre dans le chat, vous pouvez faire à l'oral si vous voulez. 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Non, ça vous évoque. Ah, je vois un manchot, un dodo, peinture rupestre, pingouin. Ouais, globalement, c'est ça. Peinture rupestre dans une grotte, la est-ce que vous avez une idée de où est cette peinture rupestre? Vous connaissez cette peinture? Donc c'est bien un pingouin, effectivement. Espagne, alors on n'est pas très loin, c'est plutôt l'idée, ouais. Eh ben, on est sur, les grottes de Cosquer avec une belle faute de frappe. Les grottes de Cosquer dans le massif du Morbiou, près de Marseille, donc en effet dans le sud de la France. Et ce qui est intéressant, au-delà du fait qu'il y avait des pingouins à Marseille à l'époque, c'est le fait que cette grotte est à moins 37 mètres de profondeur. Donc à cette époque-là, on était en plein air glaciaire et en plein air glaciaire, le niveau de la mer était 37 mètres plus bas que ce qu'il est aujourd'hui. Donc 37 mètres, c'est quand même quelque chose qui est, relativement important. Est-ce que vous avez une idée de quelle était la température? Donc là, voilà une vue globalement de la Terre en plein air glaciaire. C'est très schématique, mais c'est assez intéressant. Est-ce que vous avez une idée de la température moyenne à la surface de la Terre par rapport à aujourd'hui? C'était -1, -3, -5 degrés, -10 degrés, -20 degrés. Ah, on a des gens qui connaissent la réponse, je pense. Je vois un petit -5 degrés. Effectivement, c'est ça. Alors -5, -10. On était à -5 degrés. -5 degrés par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, donc à -5 degrés par rapport à la température aujourd'hui. On était en plein air glaciaire. On avait des pingouins et un niveau des pingouins vers Marseille et un niveau de la mer qui était 37 mètres plus bas. Et voilà à peu près ce à quoi ressemblait l'Europe. On avait sur la partie en jaune, c'est un climat de steppe toundra qu'on trouve aujourd'hui globalement au nord de la Russie, en Sibérie. On avait un glacier de plusieurs milliers de mètres de hauteur qui descendait globalement jusqu'à Berlin. Et ce que vous voyez en vert, c'est des forêts de feuillus comme on peut trouver aujourd'hui plutôt au nord de la Suède. Des forêts de pins d'ailleurs plutôt.
La ligne rouge, c'est la démarcation qui signifie que le sol était gelé l'intégralité de l'année. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'un climat de moins 5 degrés par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est un monde qui est radicalement différent, qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, si on fait l'exercice inverse, une, une température qui augmente de 5 degrés, un monde à plus 5 degrés, c'est un monde qui n'a rien à voir non plus avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est un monde qui est radicalement différent, c'est des eaux qui sont beaucoup plus hautes, c'est une agriculture qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et disons-le clairement, c'est un nombre d'êtres humains en France et probablement à la surface de la Terre qui est différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Là, si on regarde, on avait à peu près des estimations, mais 100 000 personnes qui pouvaient vivre, être alimentées sur la surface de la France. Ce que ça veut dire, vraiment, il faut garder en tête, un changement climatique de quelques degrés, c'est un monde qui change complètement. Et alors là, je me suis amusé, je sais pas si c'est très drôle, mais hier, on a eu des inondations énormes à Annonay en Ardèche, il y a une dizaine de jours en Seine-et-Marne. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est la déclaration de la ministre de l'Environnement qui a dit on fait face à une situation inédite par son ampleur. On avait un plan de prévention des risques qui avait été renforcé en 2014, mais tous les calculs, toutes les installations qui visaient à prévenir ces risques ont été dépassés par les précipitations. Bah oui, c'est exactement ce que dit le GIEC. C'est exactement ce que disent tous les scientifiques aujourd'hui, c'est que les plans de prévention des risques qu'on avait hier ne sont plus viables. Il va falloir les modifier. C'est pour ça qu'il faut faire, c'est pour ça qu'on attend la PNAC, le plan d'adaptation au changement climatique. On l'attend avec beaucoup d'attente. Parce que justement, demain sera très différent d'aujourd'hui. Demain, on aura des inondations qui seront plus fortes, plus fréquentes, plus intenses, et c'est vrai pour tous les phénomènes climatiques. On va avoir plus d'incendies, on va avoir plus de cyclones et d'ouragans qui seront tous plus forts, plus intenses et qui dureront plus longtemps. Même chose pour les canicules, etc. Et c'est vrai qu'en Bretagne, on a quand même eu des incendies dans le Mont d'Arrée. Ça pique un peu, quoi. Brocéliande qui a brûlé il n'y a pas très longtemps. Enfin, voilà, c'est des choses qui commencent à être du jamais vu. En fait, demain, on va aller sur du jamais vu qui va être récurrent. Donc voilà. Alors, heureusement, face à ça, on s'est dit on va faire quelque chose qui s'appelle l'accord de Paris. Et l'accord de Paris dit qu'on doit maintenir l'élévation des températures au-dessous de 2 degrés, idéalement autour de 1,5. Ce qui veut dire qu'on a un budget carbone, et j'aime bien ce mot, un budget carbone, c'est ce qu'on ne doit pas dépenser. C'est comme dans votre porte-monnaie, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Le budget carbone nous dit que pour maintenir l'élévation des températures en dessous de 2 degrés, il nous reste 500 à 1000 milliards de tonnes de CO2, sachant qu'aujourd'hui, on émet environ 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Ça veut dire qu'à budget environ constant, aujourd'hui, il nous reste 15 à 25 ans de budget climatique, de budget pour maintenir l'élévation des températures en dessous de 2 degrés. 15 à 25 ans, c'est hyper court, c'est demain. C'est pour ça qu'on dit que l'action climatique doit être forte, intense et rapide. Si on veut maintenant, le problème quand on a un budget comme ça, c'est que dans 15 à 25 ans, ça veut dire qu'on ne peut plus rien émettre. Donc on arrête toute l'activité humaine, hop, c'est fini. Donc évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite faire. Les trajectoires qui nous permettent d'être en accord avec l'accord de Paris, en adéquation avec l'accord de Paris, c'est plutôt celle-là, c'est de réduire de 80% d'ici 2050, et ça veut dire environ moins 5% par an. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement ambitieux, extrêmement radical, je pense qu'il faut le dire, et qui n'est pas non plus aligné avec les politiques actuelles. Mais voilà ce qu'il faut faire si on veut maintenir l'élévation des températures en dessous de 2 degrés. Si on ne le fait pas, voilà plutôt les politiques climatiques qu'on a aujourd'hui. En rouge, vous avez les engagements des États, et en vert, vous avez les politiques actuelles. Et donc, ce qu'on voit, c'est que quand même les États aujourd'hui s'engagent à une élévation des températures de 2,5 à 3 degrés, enfin 2,4 à 2,9. Et ce que font aujourd'hui les États, on est près de 3, avec une élévation des températures qui va aller de près de 2,8 à 3,9 degrés. Donc 3,9 degrés, on se rapproche quand même de ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. On se rapproche pas des pingouins à Marseille, mais des pingouins à Marseille dans l'autre sens. Donc on est quand même aujourd'hui pas sur la bonne trajectoire. Il faut quand même retenir qu'il y a des efforts, faut pas tout mettre à la poubelle, mais on ne va pas assez vite et on ne va pas assez fort. Je pense que c'est un point qui est quand même hyper important.
Alors, en résumé, voilà ce qu'on doit faire, voilà où on est aujourd'hui, c'est 10 tonnes. Voilà où on doit être en 2030. 2030, c'est dans 6 ans. On doit avoir fait moins 55%, c'est l'engagement de l'Europe. Et demain, en 2050, on doit être à 2 tonnes par habitant environ. Donc, c'est quand même un effort qui est assez important. Un point sur lequel je veux insister, et la raison un peu pour laquelle on dit deux choses. On dit tous les dixièmes de degré comptent. Donc, si on n'arrive pas à faire le 2 degrés, il faudra se battre pour être à 2,1. Si on n'arrive pas à 2,1, il va falloir se battre pour être à 2,2, etc. Donc, tous les dixièmes de degré comptent. Mais il y a quand même des effets de seuil qui sont importants à garder en tête. Le climat et les êtres et les écosystèmes de manière générale, ils ont un fonctionnement qu'on appelle non linéaire. C'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est pas grave. Et donc, ça veut dire qu'ils réagissent de manière non linéaire à un paramètre d'entrée. Et donc, ils vont avoir souvent ce qu'on appelle des effets de seuil. Un effet de seuil, on va illustrer ça, ça va être plus simple. Un effet de seuil qui est assez connu, c'est que quand vous chauffez du maïs, au bout d'un moment, il va changer d'état et ça va devenir du popcorn. Un ressort, si vous tirez dessus un petit peu, il va revenir à son état initial et au bout d'un moment, si vous tirez trop, il va se casser et il va ne plus revenir à son état initial. Et ben, les écosystèmes, ils ont des effets de seuil comme ça. La barrière de corail, si vous augmentez un petit peu la température, elle est capable de s'adapter, elle est capable de migrer. Si vous augmentez au-delà de 1,5 voire 2 degrés, la barrière de corail va mourir. Les arbres, ils ont une capacité forte d'adaptation. Si vous augmentez un petit peu la température, ils sont capables de s'adapter, ils sont capables d'augmenter leur évapotranspiration, ils sont capables de migrer au cours des générations. L'arbre, il ne bouge pas, hein, mais par contre, les descendants vont monter vers le nord. Par contre, si vous augmentez trop vite, trop fort, bah, l'arbre, il meurt et la forêt meurt et les écosystèmes meurent. Et donc, à un moment, il y a quand même des effets de seuil qui sont identifiés. Il y a aussi des effets de seuil plus compliqués, comme vous avez peut-être entendu parler de l'AMOC, qui est un courant océanique. Il y a la fonte de la banquise, il y a d'autres phénomènes. Mais voilà, tout ça pour retenir que le 2 degrés, il a une raison. Le 2 degrés, on ne veut pas aller au-dessus parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer derrière quand même. Et il y a beaucoup de scientifiques qui nous disent, bah oui, on est capable de prédire dans une certaine mesure, au-dessus d'une certaine température, il y a quand même des effets de seuil qu'on connaît mal. Et on connaît mal des effondrements possibles de la biodiversité qu'on ne maîtrisera pas. Voilà, donc ce point-là, il est quand même important. Et voilà, je voulais revenir dessus. Un autre point, donc au Shift, on parle beaucoup de climat. Moi, j'ai quand même envie de parler d'autre chose rapidement, qui est la perte de la biodiversité, qui est finalement ce qu'on veut préserver, hein. Le climat, c'est juste un endroit pour préserver la biodiversité. Et donc, est-ce que vous connaissez la perte de biodiversité qu'il y a eu entre 1970 et 2020? Donc, en 50 ans. Relativement rapide. Je vois du 69, 89 ou plus si on regarde du côté des insectes, 69, 89, etc. Effectivement, on est autour de 70%. Si on regarde un indice qui s'appelle l'indice planète vivante, et donc on a une diminution je crois que c'est en masse, des espèces de 70% environ. Et donc là, ça couvre toutes les espèces. On a 70% des insectes qui ont disparu dans les 50 dernières années, 70% des mammifères. Enfin, vraiment, c'est une hécatombe au niveau du vivant. Et donc, ce qui est important, c'est quand même le vivant est en train de s'éteindre. Et ça, pour le coup, c'est pas uniquement dû au réchauffement climatique, voire c'est pas encore dû au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique va s'additionner à des problèmes existants, mais l'érosion de la biodiversité, elle est liée à nos pratiques agricoles, elle est liée à l'étalement urbain, elle est liée au fait qu'on rase les forêts, etc. Donc, tout ça à la pêche intensive, etc. Et donc, tout ça pour dire, on a des problèmes liés au climat, mais il n'y a pas que le climat. Donc, moi, je vais vous parler surtout en climat parce que c'est ce dont parle le Shift, mais il n'y a pas que ça. Il faut voir d'autres choses. Et donc, par exemple, on parle d'utilisation des eaux, on parle de changement des sols, on parle d'introduction d'espèces nouvelles, etc. Donc, voilà, il y a plein d'autres sujets qui sont en train de se dégrader. Et donc, il faut quand même essayer d'avoir une vision assez systémique de l'environnement, malheureusement. Et tout ça pour dire que moi, j'aime bien cette citation d'Antonio Guterres qui dit « L'humanité mène une guerre contre la nature. Cette guerre est à la fois insensée et suicidaire. Les conséquences de notre inconséquence sont déjà visibles sur les souffrances humaines, les pertes économiques et l'accélération de la vie sur Terre. Cette triple urgence menace notre viabilité en tant qu'espèce. » Donc Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, nous dit que l'urgence environnementale menace notre viabilité en tant qu'espèce. Donc quand on fait de l'environnement,
Le but, c'est pas d'avoir des petites fleurs au fond du jardin, c'est bien d'avoir des petites fleurs au fond du jardin, mais ce dont on parle, c'est quand même de la viabilité de l'espèce humaine sur Terre. Ça ne veut pas dire que l'ensemble de l'espèce humaine va disparaître. Par contre, quand on regarde les prévisions du GIEC au niveau de zones qui vont devenir invivables demain, on parle quand même de menaces sur l'espèce humaine. Voilà. Donc c'est le point qui est important. Quand on parle d'environnement, c'est bien de ça qu'on parle. Hein. C'est pas pour embêter les gens et les empêcher de prendre la voiture. C'est parce qu'il y a une menace existentielle derrière. Quoi. Voilà. Et je vais vous parler aussi 2 minutes de santé, parce que c'est quand même un point qui est important quand on parle à une ARS. Là, moi, je ne suis pas du tout un expert de la santé, mais quand même, c'est important quand on va parler de numérique de remettre ça en perspective avec le bilan carbone de la santé globale. La santé aujourd'hui, c'est environ 8% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national selon le Shift Project. Hop, je vais prendre un petit pointeur. Avec environ 50% de cette empreinte qui vient des dispositifs médicaux et des médicaments. Si on regarde plus précisément, donc c'est 8%, hein, c'est à la fois beaucoup, pas beaucoup, ça c'est toujours compliqué, c'est quand même, on parle quand même de la santé, quoi. Donc c'est quand même quelque chose qui est important, c'est quand même quelque chose qu'on veut préserver. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai que l'empreinte est un peu importante et on va avoir du mal à continuer comme ça. Et les leviers d'action, ils sont principalement sur l'achat de médicaments, l'achat de dispositifs médicaux. Également, au second plan, on a l'alimentation et le transport des usagers et le fonctionnement direct de l'hôpital. Donc vraiment, achat de dispositifs, achat de médicaments et fonctionnement de l'hôpital, transport des usagers. Donc c'est quand même quelque chose à mettre en perspective quand on va parler de numérique. Le numérique, il n'apparaît pas directement dedans. C'est pas un poste principal pour l'hôpital. Pour autant, c'est un poste dont il va falloir parler, c'est un poste qui est en augmentation. Et donc, je vais revenir dessus. Là, c'était juste pour vous dire qu'on parle beaucoup, vous êtes une ARS, moi je parle beaucoup d'établissements hospitaliers. Il n'y a pas que les établissements hospitaliers, il y a aussi la médecine de ville, les EHPAD, les établissements de services pour enfants et adultes handicapés. Et tout cela contribue également au bilan carbone de la santé, avec des parts, je ne vais pas dire égales, mais toutes significatives. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Je ne vais pas revenir sur les enjeux du secteur de la santé, je vous inviterai à faire une présentation sur ça plus particulièrement, avec des gens qui s'y connaissent mieux que moi. Et donc, on va commencer à parler un peu de numérique. Et l'introduction dans le numérique, moi que j'aime bien, c'est de parler de métaux, parce que quand on regarde le bilan environnemental numérique, il y a les effets de serre qui apparaissent comme hauts, mais l'enjeu principal, il va être au niveau des métaux et des ressources minérales. Et donc, est-ce que vous connaissez le nombre de métaux qu'on trouve dans un téléphone portable en 2020 ? 29. Votre réponse, non? 55, hop. 55 exactement, vu que je l'ai vu, je le mets. Exactement, on a 55 métaux différents dans un téléphone en 2020. En 90, c'était 29 et en 1950, c'était 12. Donc tout ça pour dire qu'on va vers un accroissement du nombre de métaux qu'on trouve dans les smartphones, avec différents enjeux qui sont quand même assez intéressants. On va avoir à la fin un enjeu ressources, purement ressources, c'est-à-dire qu'on consomme pas mal de ressources pour fabriquer des équipements numériques, et par exemple des smartphones, avec des métaux qui vont être certains plus courants, comme le cuivre, c'est un métaux qui est relativement courant, sur lequel on va avoir des très fortes tensions prochainement, mais c'est un métaux qu'on trouve assez facilement dans la nature, et d'autres métaux qui sont beaucoup plus rares, et donc notamment des métaux rares, des terres rares, etc. Alors les terres rares ne sont pas toutes rares, mais c'est une parenthèse. Voilà, et des métaux qui viennent principalement de l'étranger. Et donc, ça pose un certain nombre de questions de souveraineté et de dépendance à ces chaînes d'approvisionnement. Et là, il n'y a pas de débat. On ne va pas inventer des mines en Europe. On essaye d'ouvrir des mines pour avoir un minimum de... Voilà, l'Europe cherche à ouvrir un certain nombre de mines, avoir un plan sur l'approvisionnement en métaux, mais bon, les grosses mines ne sont quand même pas sur le territoire européen. Donc, à un moment, on va avoir de la dépendance à ces enjeux-là, à ces ressources-là. Voilà. Et donc, si on regarde, par exemple, en termes de matières premières dans la production d'un certain nombre de secteurs critiques, sur les batteries, on a 1% de matières premières, 0% d'assemblage. Sur l'éolien, c'est 0% de matières critiques, 50% d'assemblage, on n'est pas trop mal. Sur les panneaux solaires, on est à 6% de matières premières en Europe, 1% d'assemblage. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y a des enjeux autour de la souveraineté et de la disponibilité de ressources sur les métaux. Et pour la petite anecdote, voilà à quoi ressemble
une mine de cuivre, c'est la mine de Chiquimata, qui est au Chili, qui est une des plus grosses mines de cuivre. Le petit point que vous voyez ici, c'est un camion en fait, et ce camion, il fait cette taille-là. Tout ça pour dire que les mines, en fait, c'est dantesque. C'est des trucs qui sont énormes. Voilà ce qu'on extrait d'une mine de cuivre, ça c'est la mine de Palabora en Afrique du Sud. Voilà le petit point qu'on a ici au milieu de la mine, et voilà l'empreinte de la mine. Et cette mine, si on la met à côté de Rennes, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, pour extraire 4 millions de tonnes de cuivre, on a une mine qui fait globalement l'empreinte de Rennes, quoi. Enfin, c'est à peu près ça, hein, même un peu plus. Si on continue comme ça, avec les enjeux numériques, mais pas que, c'est surtout avec l'électrification des véhicules, l'électrification de nos modes de fonctionnement, on va avoir une demande en cuivre qui va nécessiter 20 mines comme ça par an, juste pour le cuivre, en 2050. Donc ça veut dire que quand même, on a des enjeux au niveau des ressources. On parle beaucoup de CO2, mais on a aussi beaucoup d'enjeux au niveau des ressources. Et c'est des enjeux qui vont toucher le secteur numérique parce que le secteur numérique est quand même relativement consommateur en ressources minérales. On a également des coûts qui sont externalisés sur les enjeux miniers. Je parle pas mal de mines parce que quand même, votre téléphone, votre smartphone, c'est de la mine, hein. Enfin, c'est certes, ça émet du CO2, mais c'est de la mine. Donc voilà, on a des enjeux de coûts externalisés, on a encore beaucoup d'exploitation humaine et notamment d'exploitation d'enfants dans les mines. On peut aussi avoir, là on a des impacts sur l'environnement qui sont extrêmement forts et qui sont des coûts externalisés, j'insiste, hein. C'est pas parce que ça se passe pas en Europe que ça n'arrive pas. On va avoir tendance à renvoyer tout ça dans le reste du monde. Tout ça pour dire que pour faire face aux enjeux à la fois ressources, énergétiques et environnementaux, une des solutions va quand même être la sobriété. Et ça, c'est le Chiffre Product qui le dit, mais c'est aussi l'ADEME en termes énergétiques. Dans toutes les prévisions gouvernementales, on a une contraction énergétique. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir repenser, alors je mets les business models, mais c'est les fonctionnements même à la fois des entreprises et des agences. Voilà, pour la petite parenthèse sur les ressources. Alors, on va venir vraiment plus précisément au numérique. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais ce n'est pas grave. On va quand même avancer. Et donc, sur le numérique, de quoi on parle quand on parle de numérique? En général, et c'est comme ça que l'ADEME et l'ARCEP découpent les équipements numériques, ce dont nous, on veut parler, parce qu'on parle d'environnement. Je vous ai dit qu'au Shift, on parlait de physique, de données physiques. Et donc, on distingue 3 tiers, qui sont les terminaux, les centres de données et les réseaux. Donc, les terminaux utilisateurs, c'est ordinateur, écran, smartphone, tablette, etc. Tout ce qui va vous permettre, IoT également, dispositifs connectés, etc. Tout ce qui va vous permettre de faire de l'interface. On a les réseaux qui sont les fibres optiques, les piliers 4G, les piliers 5G, etc. Les réseaux cuivre, mais qui sont en train d'être arrêtés. Et on a ensuite les centres de données qui vont permettre de faire du calcul ou du stockage déporté. Et en fait, avec ces 3 types d'équipements, on est capable de mapper la matérialité du numérique. Vous remarquez qu'on n'a pas les logiciels, parce que les logiciels, ce n'est pas matériel. Ça a un impact, mais ça a un impact via la conception du logiciel, qu'est-ce qu'il va nécessiter comme ressources, etc. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on considère les équipements numériques. Et quand on regarde l'empreinte environnementale du numérique en France en particulier, on est autour de 17 mégatonnes de CO2. Et donc, ça représente 2,5 à 3% de l'empreinte carbone en France en 2020. 2,5%, je reviendrai là-dessus. Est-ce que c'est beaucoup? C'est pas beaucoup, c'est un peu dur à estimer. Ça dépend de plein de choses. Par contre, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est quand même supérieur à l'aérien. 2,5%, c'est ordre de grandeur ou supérieur à l'aérien. C'est un peu plus au niveau mondial parce qu'en France, on a une électricité décarbonée. Donc, le fonctionnement de nos équipements ne génère pas beaucoup de CO2. Mais globalement, on est sur une empreinte de 4% au niveau mondial, 2,5% en France. On reste globalement sur les mêmes choses. Cette empreinte, elle vient principalement des terminaux utilisateurs. Ça, c'est une étude de l'ADEME et de l'ARCEP qui est sortie en 2020. Et ce qu'on voit, c'est que 75% de l'empreinte environ vient des terminaux utilisateurs, avec environ 20% qui vient ensuite des data centers et un petit pourcentage, 5%, qui vient des réseaux. Donc, le levier d'action principal, vous me direz, c'est au niveau des équipements utilisateurs, et c'est vrai. À noter tout de même que dans cette étude, les data centers hors de France et les réseaux hors de France ne sont pas comptabilisés. On est bien sûr un périmètre France, mais ça veut dire que quand vous regardez Netflix avec des data centers en Irlande, c'est pas comptabilisé. Ce qui est un peu donc l'ADEME travaille dessus, l'ARCEP travaille dessus.
mais aujourd'hui, c'est pas comptabilisé, ce qui veut dire que cette partie-là, la partie rouge, elle est probablement sous-estimée et l'empreinte environnementale du numérique en France est probablement sous-estimée. C'est connu, c'est pas grave, on travaille avec les données qu'on a aujourd'hui, mais c'est à garder en tête. Les data centers et le visionnage de Netflix, c'est plus important que ce que vous voyez dans cette étude. Donc, à retenir quand même, l'impact principal, c'est les terminaux utilisateurs. Et quand on regarde les étapes du cycle de vie, on a environ 80% de l'impact qui vient de la fabrication des équipements, donc la fabrication de votre ordinateur, de votre data center, de votre tablette, et 20% environ qui vient de l'utilisation. La distribution, le transport, tout ça, la fin de vie, c'est peanuts. Donc on a globalement une grosse partie, 80% environ fabrication, 20% utilisation. Ce qui veut dire que ce qui est important, c'est de ne pas acheter des nouveaux équipements. Schématiquement, c'est ça le point le plus important. Et ensuite, l'utilisation, c'est quand même d'essayer d'avoir une utilisation plus sobre, en particulier sur les data centers et les réseaux. Si on regarde d'autres chiffres, je vais essayer de ne pas vous matraquer de chiffres, mais c'est quand même intéressant d'avoir d'autres éléments. C'est environ 300 kg de déchets par an, le numérique, par utilisateur. Alors, je dis le numérique, les équipements électroniques en général. Ça va inclure les frigos, ça va inclure les lave-vaisselle, ça va inclure les fours, ça va inclure tout ça. Et c'est environ 1 tonne de ressources nécessaires par utilisateur par an. Donc chacun de nous génère 300 kg de déchets et 1 tonne de ressources minérales enfin pas minérales, 1 tonne de ressources, pardon, pour extraire tout ça. Et c'est 10% de l'électricité consommée en France, donc c'est quand même quelque chose qui est relativement important. Alors finalement, est-ce que ça pollue beaucoup ou pas, le numérique? J'ai envie de dire c'est compliqué, c'est une question vraiment compliquée, et en fait, c'est pas trop la question. La question sur le numérique, c'est que c'est dans une croissance exponentielle. Aujourd'hui, le numérique, est dans une croissance vraiment folle. Ça, c'est des chiffres qui sont sortis en 2022 par l'ADEME et l'Arcep, à nouveau, donc 2 agences, d'État, qui disent qu'on va vers plus 45% environ en 2030 et près d'un triplement en 2050 de l'empreinte environnementale du numérique. Donc, tous les secteurs sont censés réduire, tous les secteurs réduisent et le numérique va avoir son empreinte qui va être multipliée par 3 d'ici 2050. Et donc, quand on voit cette courbe et qu'on me la met à côté de la stratégie nationale bas carbone, qui est cette courbe, ou de la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, on voit qu'il y a un problème. Et le numérique, la raison pour laquelle on travaille dessus, c'est ça. Il faut savoir que ces chiffres-là, ils sont sortis avant l'explosion de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, c'est encore pire et quand on regarde, là, c'est encore accéléré par on a OpenAI qui veut construire une centrale de 5 gigawatts, c'est 5 centrales nucléaires en France, Oracle qui investit dans le nucléaire pour alimenter ses data centers, la stabilité du réseau en Irlande et aux États-Unis qui sont questionnés par le déploiement de l'intelligence artificielle et des data centers. Google, Microsoft, Amazon qui sont tous sortis de leurs engagements environnementaux parce qu'ils ont multiplié leur empreinte environnementale ils ont fait plus 50% en 3 ans sur leur empreinte environnementale. Enfin, il n'y a rien qui va. Donc, donc, globalement, on est sur une très très forte croissance sur l'empreinte environnementale du numérique, qui est encore accélérée par les usages de l'IA. Et c'est ça vraiment qui questionne sur le numérique. Aujourd'hui, l'empreinte, si on regarde au niveau des usages, donc c'est pas matériel les usages, mais c'est quand même ce qu'on fait avec le numérique, c'est principalement drivé par la vidéo. Ça, c'est des études de Ericsson, donc c'est quand même quelque chose qui est relativement viable, hein, c'est un industriel qui nous dit ça. Si on regarde, ça c'est au niveau mondial, au niveau France, on voit globalement les mêmes tendances. On a Netflix dans Google, on a YouTube également. Akamai, c'est globalement des gens qui font de la vidéo également. Donc on retrouve les mêmes tendances. 75% du trafic d'Internet aujourd'hui, c'est de la vidéo. C'est à peu près ça. Et ça va pas être modifié dans les années à venir. Donc on s'attend à ce que ce soit drivé par la vidéo. Et au niveau matériel, une des choses qui drive l'impact du numérique aujourd'hui, c'est la croissance des objets connectés. Aujourd'hui, vous me donnez un objet, moi je vous trouve quelque chose de connecté derrière. Il y a des luminaires connectés, des poubelles connectées, des couches connectées, enfin il y a tout en connecté. Selon les scénarios, l'ADEME et l'Arcep ont construit plusieurs scénarios. Selon les scénarios, on peut aller de diviser par 2, alors ça c'est les scénarios optimistes, jusqu'à x14 sur le nombre d'équipements qu'on va avoir. Donc on peut avoir une très grosse tendance. La tendance, elle est plutôt à une augmentation des équipements connectés. Et le dernier point important, et je suis désolé, je vais pouvoir prendre moins de questions que ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Le point important à retenir
sur le numérique, c'est qu'on a vraiment un effet d'entraînement entre les usages et les infrastructures. Les opérateurs nous parlent que d'usage, les gens sur les usages parlent que d'infrastructure. En réalité, c'est les deux qui s'entraînent l'un l'autre. On va avoir les infrastructures qui permettent une explosion des usages. L'exemple clair, c'est on avait la 4G. Non, pardon, on va revenir encore un peu avant. On avait la 3G, parce que là, on peut avoir un retour d'expérience. On avait la 3G, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on pouvait consulter un peu Internet sur un smartphone, mais pas tant que ça. On a déployé la 4G parce qu'il y avait un besoin en termes de trafic. En déployant la 4G, on a pu regarder de la vidéo sur nos smartphones. Ça fait que la taille des smartphones a augmenté. Ça fait qu'on a aussi commencé à avoir des nouveaux usages. On a regardé plus de vidéos, on a fait du jeu en streaming, on a regardé de la vidéo sur nos smartphones qu'on ne faisait jamais avant, on a regardé de la vidéo dans le train, on a travaillé dans le train, on a fait plein de trucs qu'on ne faisait pas avant. Tout ça, ça a saturé le réseau, ce qui fait qu'aujourd'hui, on passe à la 5G. C'est schématique, c'est bien sûr beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est un peu le phénomène qu'on voit quand même qui fait qu'on a un entraînement entre les usages qui vont saturer les réseaux et qui vont nécessiter des nouvelles infrastructures, des nouveaux équipements, des nouveaux data centers, et les infrastructures qui permettent des nouveaux usages et qui vont être évidemment adoptés par les usagers et donc qui vont créer un nouveau et qui vont saturer le réseau. Et donc, cet effet-là, il est hyper important. Il est hyper important à avoir en tête quand vous allez éco-concevoir, quand vous allez faire des services, quand vous allez faire tout ça. Derrière, il faut penser aux infrastructures. Et quand vous allez déployer des infrastructures, il faut penser à l'impact sur les usages derrière. C'est quelque chose de global. Et donc, je vais vous parler un petit peu 5 minutes d'action, 3 minutes d'action. Et donc, comment on fait pour... hop, je vais passer cette partie-là et je vais directement passer au vrai levier d'action. Quels sont les leviers d'action qu'on va avoir? Le premier levier d'action qu'on va avoir, ça va être, donc ça c'est une étude, hop, ouais, c'est une étude qu'on a fait avec l'évolution. Tout ça pour dire, je vais juste revenir sur ça. Tout ça pour dire qu'il existe des scénarios où on va pouvoir avoir un numérique qui est plus sobre. L'ADEME a fait des scénarios où on a un numérique qui est plus sobre. Nous, on a fait des scénarios avec un numérique plus sobre. Globalement, on voit que c'est possible. On voit que c'est possible de limiter l'empreinte du numérique. Ça demande des actions qui sont relativement fortes. Des actions à la fois individuelles, des actions au niveau des infrastructures, au niveau des politiques publiques. Par exemple, là, nous, on a fait un scénario où on regardait l'empreinte du numérique qui restait constante en valeur relative, donc à 2% de l'empreinte des Français. Eh ben, faut augmenter fortement la durée de vie des équipements. Faut limiter le nombre d'équipements par personne. Faut limiter la consommation de données. Faut limiter un certain nombre d'équipements. C'est quelque chose qui est possible de limiter l'empreinte du numérique. Par contre, ça va nécessiter un certain nombre d'actions. Et ce qu'on regarde dans les actions principales, on va avoir l'augmentation de la durée de vie des équipements et l'allongement de la durée de vie des équipements. C'est vraiment l'action première parce que je vous ai dit que la fabrication des équipements, c'est 80% de l'empreinte du numérique. Et donc, évidemment, le premier levier d'action, c'est d'augmenter la durée de vie et d'allonger la durée de vie et de limiter le nombre d'équipements. Ça, c'est la première action. Par contre, je vous ai dit qu'il y avait un lien entre usage et infrastructure. Et donc, évidemment, on va avoir les usages qui impactent les applications, qui vont impacter les infrastructures, les périphériques, et donc qui vont impacter l'impact environnemental du numérique. Ce que ça veut dire, c'est que limiter les équipements et allonger la durée de vie, c'est évidemment le premier point à faire, la première action à faire, mais ce n'est pas suffisant. Et vous, dans votre organisation, en tant que DSI, en tant que responsable environnemental, va vraiment falloir avoir une approche globale, une approche systémique, avec à la fois une stratégie d'entreprise, une stratégie RSE et une stratégie informatique qui vont intégrer les approches environnementales, qui vont décliner ça au sein de l'organisation en faisant un certain nombre d'actions d'éco-conception, d'administration de l'environnement de travail, de gestion plus durable des achats, etc. Et également faire de la sensibilisation auprès de vos usagers, à la fois salariés et non, pour que ce soit des mesures qui soient acceptables. Et dans l'autre sens, il faut aussi qu'on ait une approche qui soit bottom-up, qui soit à vous, remonter des actions, des envies, des exemples inspirants que vous avez faits auprès de vos directions pour justement permettre d'alimenter ces stratégies et que ça marche dans les deux sens. Enfin, voilà, donc les deux sont vraiment indispensables. Avec vraiment, j'insiste, un volet stratégique qui est indispensable et un levier opérationnel qui est également indispensable. Donc c'est les deux, et essayer d'avoir une approche à la fois environnementale et économique, et globale, quoi, organisationnelle, je dis économique, organisationnelle plutôt pour vous, du numérique. Je vais passer cet exemple, mais je pourrais vous le montrer ensuite, je vous l'aurai dans les slides, c'est comment faire un CRM bien.
mais on pourra revenir dessus. Et donc, pour conclure, moi, je vous invite à une chose, c'est dépasser ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. Le triangle de l'inaction, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les entreprises qui disent oui, je ne peux rien faire parce que la législation, elle est mauvaise et de toute façon, les usagers, ils ont des usages qui sont mauvais. L'État qui dit moi, je ne peux rien faire parce que de toute façon, je fais ce que disent les citoyens qui votent et c'est les entreprises qui ont le pouvoir d'agir. Et les citoyens qui disent moi, je ne peux rien faire parce que les entreprises fournissent des produits qui sont pourris et de toute façon, l'État, c'est tous des méchants. Je schématise, mais c'est quand même parfois ce qu'on entend. Et donc, le but, c'est vraiment de se saisir des enjeux au niveau à la fois étatique, à la fois au niveau des citoyens, à la fois au niveau de l'entreprise. Et vous avez deux rôles aujourd'hui, peut-être même plus, à la fois un rôle de citoyen, à la fois un rôle d'entreprise et à la fois un rôle au niveau de votre vote. Et donc, tout ça, c'est hyper important, vraiment d'essayer de dépasser ce triangle pour agir et pour entraîner les autres acteurs autour de vous. Et pour conclure, moi, je vous dirais aussi une chose, c'est le numérique. Là, on vous parle d'environnement, mais c'est évidemment beaucoup d'autres enjeux, des enjeux qui peuvent être positifs et intéressants, qu'avec des dispositifs médicaux innovants, de la télémédecine, qui peut poser question, mais qui peut être intéressante, de la médecine personnalisée et tout, etc. Et à la fois des enjeux qui posent vraiment question au niveau des politiques de santé, des troubles de l'attention, des enjeux avec les réseaux sociaux et la santé mentale, des questions de sécurité des données auxquelles vous êtes directement impacté, des enjeux de cyberharcèlement, etc. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de changer notre vision du monde et notamment du numérique et faire de la technologie un choix de société. Aujourd'hui, on a un peu l'impression de subir les choix technologiques. Il faut reprendre en main nos choix technologiques, remettre le numérique au cœur de l'être humain, et c'est particulièrement vrai pour les systèmes de santé, et en ajoutant à cela les enjeux de compatibilité de nos systèmes numériques, de nos systèmes de santé, avec les limites planétaires. Voilà. Donc, je suis vraiment désolé, j'ai été plus long que prévu, mais je pense que je vous ai fait passer l'essentiel et je vais regarder les questions. On a une main levée aussi, monsieur Jouvin. Ouais, allez-y. Oui, je peux? Ouais, bien sûr. Allez-y. Ouais, bonjour. Alors désolé, ma caméra fonctionne pas. Très vite, hein, moi je suis chez Vivalto Santé, là, des hôpitaux privés, Ouais, responsable informatique et je suis référent sur l'été numérique au niveau du groupe, donc le sujet, je connais bien. ouais, Très intéressant tout ce que vous avez dit, un peu flippant, très flippant aussi. Euh, désolé. et moi, je fais face à un problème. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce que j'ai cru voir à la fin, là. Ouais, Oui, les équipements, c'est catastrophique, c'est ce qui consomme le plus, on est d'accord. Les PC, en gros, hein, moi, c'est surtout les PC qui sont responsables de mon empreinte numérique. J'ai fait la démarche de passer sur du reconditionné depuis 2 ans, ça marche très bien. Sauf que, bah, j'ai une boîte en face qui s'appelle Microsoft, et c'est là où moi je pense qu'on fait face à un petit scandale. J'ai Microsoft mm, en face qui me dit, bah, à partir de 2026, en gros, hein, enfin, la moitié de vos PC, vous les foutez à ouais, la benne parce qu'il y aura Windows 11 qui ne sert ouais, strictement à rien dans mon environnement pro, hein, ce qui m'apporte, ce qu'il m'impose, moi, ça me sert absolument à rien. Et de ce fait, j'ai la moitié de mon parc à foutre à la benne. Et là, qu'est-ce ouais. qu'on fait en fait? On parlait d'inaction tout à l'heure. Moi, je suis entreprise, j'ai l'État, j'ai tout ce qu'on veut, mais en fait, j'ai Microsoft et il se passe rien en fait. On subit ça et ils ont une responsabilité monstrueuse dans le sujet et ils sont jamais inquiétés et ça me scandalise. Ouais, Qu'est-ce que vous pensez? nous, on n'a pas de solution moi, j'ai pas de solution pour le problème. Je pourrais vous dire de passer à Linux, mais je sais pas si ça répond à votre besoin. Mais c'est une vraie question, en vrai, la question des logiciels libres. Nous, c'est une solution qu'on essaie de pousser. C'est pas quelque chose qui est facile, essayer de se dégoogliser ou de sortir des Et GAFAM, non, c'est nos pas quelque chose éditeurs, qui ils est vont nous facile. sortir des solutions qui marcheront pas Je sur sais, Linux en je fait. sais, Donc je sais. je pense Donc que là, il y là a où un le responsable, il est travail. Microsoft, c'est qui nous pousse qui nous impose Ouais, des OS inutiles dans l'environnement pro. Et ben, on ouais. subit et du coup, moi, je baisse un peu les bras, hein, pourtant, enfin, on a 5 ans clinique, on commence à avoir 2-3 PC quand même. Bah, ça donne juste envie de baisser les bras, en fait. Ouais, alors là-dessus, quand même, alors Microsoft, pas trop. Par contre, il y a quand même des côtés positifs qui sont qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de fabricants qui commencent à se saisir de ces questions-là, notamment parce qu'ils se rendent compte que nous, on a eu une table ronde avec Worldline, qui est un
très gros globalement qui fait les terminaux de paiement de l'ensemble des entreprises, et qui disait, eux, ils ont mis leurs fournisseurs autour de la table, notamment HP, Microsoft, etc. Ils leur ont dit, mon empreinte environnementale, c'est la vôtre, donc trouvez-moi des solutions. Et un certain nombre d'acteurs comme HP commencent à réfléchir à ces questions-là. On n'y est pas encore. Par contre, c'est vraiment le travail avec les fournisseurs et c'est marteler vos fournisseurs là qui marchera. Et quand vous êtes malheureusement une petite entreprise, un petit acteur, c'est dur de le faire. Quand vous êtes l'UGAP, c'est possible. C'est Quand pour vous ça êtes que moi, l'UGAP, je voilà. profite d'avoir autour de la table l'ARS et le Shift Ouais. Project pour essayer de faire entendre cette voix, parce que oui, c'est sûr que moi tout seul, si j'envoie un mail à Microsoft, ils vont rigoler 30 secondes et encore. Donc c'est pour ça que je pense pas être le seul à être dans ce cas-là. Non, je pense, Et et l'UGAP, c'est pas tout les le monde éditeurs remonte le ça. problème, non, c'est pas les éditeurs, hein, c'est vraiment Ouais. lui, fournisseur d'OS, qui a le monopole Ouais. et qui fait ce qu'il veut. Ouais. Donc est-ce que c'est possible, je sais pas, de remonter ça au niveau de l'ARS ou... Bah, bien sûr, merci de souligner ce point qui est extrêmement important et qui effectivement demande une vraie action collective, hein, qu'aujourd'hui, qui n'est pas assez forte, probablement. Nous, ce qu'on peut faire, c'est le relayer aussi à la cellule éthique du numérique de la DNS et au niveau national, qui doit aussi amener des référentiels sur l'éthique et l'impact environnemental des logiciels pour voir s'il y a des possibilités de faire plus pression sur ce sujet. Après, ce sont des sujets qui nous échappent un petit peu au niveau régional pour le moment, mais oui, bien sûr qu'on peut le faire remonter. Oui, j'entends, hein, que ça dépasse la région. Parce que, en gros, le seul truc, après j'arrête, mais c'est en fait, ils arrêtent les mises à jour de sécurité et à partir de là, on ne peut plus utiliser Windows 10. Donc, Ouais. s'ils prolongeaient la durée de vie de nos PC, en fait, hein, qui ne sont pas des bouses hein, quand même, s'ils prolongeaient de quelques années les mises à jour de sécurité, il n'y aurait plus de sujet. Mais le fait qu'ils fassent le choix d'arrêter les mises à jour de sécurité, c'est de la vente forcée vers leur Oui. nouvel OS. Tout le monde, ouais. Et, Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Sur Windows 11, c'est un peu un scandale, hein. C'est des millions d'équipements qui vont être mis à la poubelle. exactement. Et surtout, ça apporte peut-être quelque chose à la maison. L'IA, les machins, c'est très bien. Moi, au boulot, pour faire tourner ce dont j'ai besoin, Ouais. mais d'aucune utilité, strictement aucune. Après, et ça rejoint une question également de Erwan sur le numérique, et donc ça fait le lien avec l'ARS, ça va faire le lien avec l'UGAP, ça fait le lien avec les systèmes machin. Les DSI, il y a un gros travail à faire avec la partie achat responsable, qui ne peut que passer par là, et avec l'achat responsable quand même d'acteurs un peu significatifs. Et je pense que l'UGAP et l'ARS, c'est des acteurs importants. Un hôpital, c'est aussi un acteur qui est quand même important, qui peut commencer à avoir des leviers. Par contre, à part le rapport de force, moi je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui marchera avec ces acteurs-là. Voilà. Ouais, l'achat Je le dis responsable, clairement. c'est une chose, mais le mieux, c'est encore de ne pas avoir à acheter. Oui, Quand on a du non, mais matériel je qui suis marche. d'accord. Alors moi, je le fais. Mais Hein, par exemple, Fairphone, là, sur les. Alors, c'est pas des ordinateurs, hein, mais sur les smartphones, Fairphone, aujourd'hui, ils sortent leur nouveau smartphone avec un OS qui est garanti pendant 8 ans. Et donc là, il y a une garantie, le nouveau Fairphone 5, il est garanti 8 ans. Et donc là, on commence à avoir des leviers d'action d'un certain nombre de fournisseurs qui disent, OK, moi, je vous garantis qu'il n'y aura pas de problème. Et voilà, je dis pas que Windows 10, vraiment aujourd'hui, nous, tout le monde est bloqué et il n'y a rien à faire. Par contre, sur les prochains équipements, on espère qu'il y en a qui fourniront des solutions plus long terme, quoi. Euh, il y avait une question sur, je pense une question de Guillaume, hein, sur les conseils généraux face aux actions. Nous, c'est toujours très compliqué quand on ne connaît pas le public, mais si vous voulez, on peut reparler d'actions. Nous, on peut vous envoyer des choses en amont. Enfin, on peut reparler, on peut même reprendre un temps de 1 heure pour faire quelque chose de plus poussé sur la partie numérique. C'est vrai que c'est très compliqué avant de savoir le profil des personnes. Et donc, je suis désolé si ça ne vous a pas été utile. On peut échanger. Moi, je peux vous laisser mon adresse. On peut échanger et on peut vous donner plus de pistes d'action. Je vous mets mon adresse dans le chat. Il y avait une question sur les forfaits numériques en radiologie qui obligent à changer les équipements. C'est un peu le même Ouais, esprit, ouais. achat responsable, union pour pousser
justement faire en sorte que ces forfaits numériques n'obligent pas à changer. Donc, c'est des sujets que l'on pourra éventuellement aborder par la suite. Dans le cadre de l'évaluation qu'on va faire sur ce webinaire, on vous posera la question comment est-ce qu'on vous souhaitez qu'on puisse continuer peut-être ce travail sur la sobriété numérique à l'échelle régionale. Et sur ça, alors je sais qu'en santé, c'est très, très compliqué, mais sur les parties vraiment, on va dire, logiciels libres, open source, etc., ils sont pas bien matures aujourd'hui. Nous, on y est passé avec notre entreprise. On a des problèmes, c'est pas facile, mais c'est probablement une solution au long terme. À court terme, c'est compliqué, mais à long terme, c'est probablement une solution. Et Dimitri, je pense qu'il avait levé la main ici. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Ouais. Ouais, j'avais en complément de la remarque qui a été faite effectivement sur la présentation qui est un peu généraliste et les demandes des différents participants sur des actions à mener. C'est vrai qu'en tant que DSI, quand on fait des choix de solutions ou quand on déploie des solutions, des infrastructures, des équipements, on a souvent nos grilles de critères, des critères fonctionnels, des critères techniques, des critères sécurité et des critères RGPD. Et je pense que ça serait bien qu'on puisse nous aider au niveau documentaire. Donc c'est un peu en complément Ouais. de ce qu'indiquait Marion également sur le référentiel éthique que je connais pas, hein, que je connais pas dans son contenu détaillé. Mais ça serait bien qu'on puisse avoir un petit cadre de critères sur lesquels on peut objectiver ce qu'on va mettre en place au niveau sur ces aspects d'impact environnementaux. Ouais. Alors nous, on a quelques guides et il y a déjà un guide, donc ça, c'était un exemple, voilà, un petit exemple qu'on a mis. De toute façon, vous aurez les slides, donc vous pourrez le regarder. Et notamment, la partie intéressante, c'est le guide du SIGREF, qui est plutôt à destination des entreprises, qui propose un exemple sur comment piloter l'empreinte du numérique par la mesure. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, qui questionne pas mal les usages, qui dit, OK, vous voulez déployer un nouvel usage, à quoi ça sert, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, est-ce que vous faites de l'éco-conception, est-ce que vous gérez le cycle de fin de vie, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et il y a d'autres, voilà, il y a le RGESN que vous connaissez probablement, référentiel général d'éco-conception des services numériques. Enfin voilà, il y a plein de. Je pourrais vous envoyer également un peu de bibliographie. Il y a plein d'éléments qui existent. C'est là qu'on aura besoin, je pense, de l'aide alors, Ouais. des différents acteurs institutionnels, GCS, ARS Ouais. ou national, parce que on n'aura pas le temps si on doit tous s'emparer de tous les référentiels, ça va être un peu galère, sachant qu'on a C'est ça. déjà d'autres référentiels qui se pointent sur des parties numériques. Mm. Donc, mais s'il y a en tout cas un groupe de travail qui se monte sur bâtir des indicateurs ou des critères, ça peut être chouette à mener aussi en région d'ailleurs. Si je peux me permettre d'intervenir juste une minute du coup en réponse, donc Marion pour l'ARS. Effectivement, il y a des travaux qui sont faits au niveau national par cette cellule éthique pour justement faire une synthèse et aussi des référentiels et des guides qui sont adaptés au secteur de la santé pour accompagner. Il y a des choses qui se font beaucoup au niveau des éditeurs, mais ça va venir aussi maintenant pour les établissements de santé. Et du coup, si on a voilà, un retour pour dire que oui, on est prêt à passer sur des actions et des outils plus concrets, ça pourra tout à fait faire l'objet d'un prochain échange que de présenter ces outils-là et la manière dont les acteurs du territoire peuvent s'en emparer et y participer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, on va lister toutes les questions qui étaient dans le chat pour bien vérifier qu'on a répondu à toutes ces questions. On enverra un compte-rendu, notamment de ces réponses à ces questions, avec une évaluation. Voilà, nous avons Maël Jarry du centre hospitalier Pointiers-les-Poudouvres qui a une suggestion peut-être pour Marion ou David. En tout cas, Maël, je pourrais vous mettre en contact si besoin. On vous remercie pour votre présence. Merci à David pour tous ces éléments qui ont été présentés. Effectivement, le sujet est vaste et en 1 heure, c'est compliqué de pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, nous allons peut-être envisager avec Marion de prolonger ce travail sur la sobriété numérique et peut-être sur des questions beaucoup plus pointues
que cette première session qui était très généraliste et qui partait aussi Ouais. des émissions de carbone à l'échelle très, très large, au-dessus, beaucoup plus large que le numérique en tout cas. Et n'hésitez pas dans l'évaluation à nous émettre des idées de manière de travailler. Est-ce que c'est un groupe de travail en présentiel? Est-ce que c'est plusieurs groupes de travail à l'échelle départementale? Est-ce que c'est de la visio pour bien impacter le numérique aussi? Donc, n'hésitez pas à nous faire vos propositions. Et nous, je pense, moi en tout cas, et Marion pourront tenter de répondre à cela. Merci David pour cette présentation. Marion, je ne sais pas si tu as un mot conclusif. Non, merci à tous et du coup, merci d'avoir souligné votre intérêt pour des outils et des actions plus concrètes. On en prend bien note et ça nous permet d'engager aussi la démarche de notre côté. Merci Et on beaucoup. vous envoie les réponses aux questions qui arrivent encore. Qui viennent d'arriver. Merci. Et si vous avez besoin, en tout cas, nous, on est disponible et on peut faire quelque chose de plus ciblé, et d'autant plus si vous avez des questions en amont. Si vous avez déjà les questions, nous, on peut au contraire répondre de manière très ciblée. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Bonne Au journée revoir. et à bientôt. Merci.